Bonjour, vous vous apprêtez dans les prochains instants à entendre un entretien que j'ai fait avec Jean-Luc, qui est conférencier dans le domaine de la conscience supramentale. Donc, cette entrevue que j'avais faite avec lui remonte au 5 février 2011. Et dans le cadre de cet entretien, bon, ça avait été diffusé sur Internet en direct. On prenait les questions aussi du public. Donc, c'est sûr qu'il y avait une salle de clavardage. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous pouvez entendre des questions que je lis dans l'enregistrement. C'était dans cette dynamique que ça s'est effectué. Donc, je réécoutais ça dans les derniers instants en préparation parce que dans les prochains jours, je vais interviewer de nouveau Jean-Luc dans le cadre d'une activité, en fait, une journée de canalisation supramentale qui va se tenir à Québec, donc au Canada. Donc, pour les gens que ça intéresse, c'est sûr, vous avez les coordonnées là, en bas de l'enregistrement. Donc, c'est ce que je voulais mentionner par rapport à cette activité. Et là-dessus, bien, je vous dis bonne écoute pour cet enregistrement souvenir. On a fait une prise de conscience il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 2 jours de ça, comme quoi la programmation était double. Quand je dis double, c'est qu'il y a une partie qui concerne la programmation qui est l'action et une autre partie qui concerne le temps de présence. Alors en ce qui concerne l'action, bon, ça ne pose pas de problème. Vous avez un certain nombre de gestes, un certain nombre de faits, un certain nombre d'événements à parcourir qui normalement doivent se faire dans un certain temps, qui est toujours très déterminé par rapport à l'action. En ce qui concerne le temps de présence, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte d'architecture temporelle, une sorte comment on peut dire, de réseau temporel dans lequel vous devez mettre votre action. Comme par exemple, si vous faites 2 actions très rapidement et qu'elles devaient se faire en 3 heures au lieu de 2, comme vous venez de les faire, il va vous rester 1 heure de temps de présence. Si vous partez de ce lieu où vous deviez accomplir vos 2 actions, le temps de présence va vous ramener à faire une 3e action pour remplir ce temps-là. Pour vous donner une idée un petit peu de ce que ça peut être, on peut comparer la programmation à la lumière. Vous avez une partie ondulatoire et vous avez une partie particulière, c'est-à-dire une partie énergie dans la lumière. Le temps joue une sorte de transformateur entre les deux, qui fait passer la partie ondulatoire à la partie particulière à la partie ondulatoire dans la lumière. Pour la programmation, c'est exactement la même chose. Il y a un temps d'action que vous pratiquez, il faut que ce soit juste géré dans le temps de présence. Si le temps de présence est tout seul sans action, le temps va se ralentir jusqu'à former la possibilité de faire une action, et vous allez devoir faire une action. Pour vous donner un autre exemple, c'est un petit peu comme quand vous dépêchez d'aller au travail. Par exemple, vous faites un tas de mouvements très rapidement, vous montez en voiture très rapidement et à un moment donné, vous allez avoir consommé vos actions et on va vous ralentir, soit par un camion qui va vous ralentir sur la route, soit vous serez obligé de revenir fermer la maison que vous aviez oublié de fermer, ou de reprendre les clés, ou vous aurez oublié quelque chose. Deuxième possibilité, soit vous vous dépêchez, vous arrivez très tôt au travail et on va vous faire attendre parce que justement la personne qui doit ouvrir les portes de l'usine ou les portes de votre magasin ne sera pas là parce qu'elle sera enrhumée, sera malade et donc vous devrez attendre quand même un certain temps dans lequel vous deviez arriver pour que les portes soient ouvertes. Et ça c'est important parce que ça s'applique, nous on a vu ça vis-à-vis des gens qui se conscientisent, c'est hyper fréquent. C'est-à-dire que par rapport aux gens qui se conscientisent, ils vont s'apercevoir d'une chose, c'est que leur temps est très compartimenté. C'est-à-dire que par exemple, pendant une semaine, vous allez avoir toujours des mêmes choses à faire, c'est-à-dire vous allez avoir par exemple de la retenue pendant la semaine, où tout ce que vous allez faire va être en retenue ou différé, c'est-à-dire que ça ne va pas accoucher tout de suite. Vous allez téléphoner à quelqu'un, il ne va pas être là, il va être là le surlendemain. Vous allez faire une action ou une demande de quelque chose. Ça ne se fera pas aujourd'hui, ça se fera dans 2 jours. Et vous avez des semaines qui sont comme ça. Chaque semaine a sa particularité.
Vous avez des semaines où vous allez gagner de l'argent et des semaines où vous allez en perdre. Et vous avez tout un tas de semaines qui sont intéressantes à voir quand elles démarrent, parce qu'elles démarrent avec une forte intensité, c'est-à-dire avec beaucoup d'actions, beaucoup d'impact, beaucoup de force. Et au fur et à mesure que vous faites cette action, ça diminue jusqu'à la fin de la semaine. Par exemple, si vous prenez le lundi où vous avez une grosse activité, le mardi sera moindre, mercredi encore moindre, jusqu'au samedi où ce sera moindre. Et le lundi suivant, vous changez d'objectif et d'activité dans la semaine. Voilà, ça paraît un petit peu compliqué, mais c'est simple quand on le vit, parce qu'il suffit de faire attention. Par exemple, vous aurez des semaines où vous allez avoir sans arrêt des maux de tête, où vous allez être malade, vous n'allez pas être bien dans votre corps. On pourrait dire que ce sont des semaines où c'est votre semaine de corps, votre semaine de vitalité qui est atteinte, votre corps de vitalité. Dans une autre semaine, ça va être votre corps mental. Vous aurez soit des difficultés à réfléchir, soit ce sera au contraire des facilités à réfléchir, des facilités à parler. Et vous avez toutes ces semaines qui se répètent et d'une manière relativement circulaire, c'est-à-dire qu'elles vont revenir peut-être tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Et c'est intéressant de le noter parce que ça vous permet de savoir où vous en êtes. À partir de là, vous voyez qu'il y a une certaine programmation qui s'établit, qui est relativement identique et qui vous permet de pas trop vous creuser la tête sur ce qui va se passer, parce que vous savez que bon, les 3 premiers jours seront difficiles et après ça va pouvoir couler tranquille. Voilà ce que je voulais vous donner comme idée sur la programmation et sur la prise de conscience qu'on en a fait. Par ailleurs, pour rapprocher toujours l'histoire de l'effet de lumière ondulatoire et particulière, aussi bien sur la programmation que sur la lumière, il existe aussi l'effet du contact avec la conscience de l'individu. Au fur et à mesure que le contact veut s'intégrer, il est obligé de ralentir, donc il est obligé de diminuer son temps. En diminuant son temps, il vous envoie des informations qui deviennent de plus en plus lentes pour que lui puisse s'intégrer. Parce que si vous repartez en contact direct avec lui, vous allez vous accélérer, et en vous accélérant, vous n'avez pas la notion que le temps passe. Et quand vous revenez dans votre réalité, vous allez vous apercevoir que le temps est passé à une vitesse folle et que vous n'êtes même pas aperçu. Voilà. Tout ça, ce sont des prises de conscience que l'on a fait il y a 2-3 jours. Et si vous voulez des précisions, tant que je les ai fraîches dans la tête, pour l'instant, elles ne sont pas encore totalement intégrées, ça va venir, mais bon, il faut en profiter tant que je les ai dans la tête. Mm-hmm. Voilà. Oui, en lien avec la notion de programmation, puis vous parliez de semaine, la manière que c'est programmé. Est-ce que, si on va un petit peu plus loin, est-ce que, par exemple, il y a des configurations de programmation qui peuvent avoir lieu, par exemple, par rapport au fait que, bon, il y a les cycles lunaires, il y a des cycles également solaires, aussi sur le plan astrologique. Puis, est-ce que, dans le fond, je serais curieux l'un des débats ou des questionnements que j'ai toujours quand on parle de la programmation, c'est à savoir jusqu'où on a un libre arbitre et jusqu'où on est programmé. À savoir, c'est le débat, en fait, le libre arbitre versus déterminisme. Parce que je sens beaucoup que vous avez une vision des choses en faisant beaucoup appel à la notion de programmation, que ça me donne toujours l'impression qu'il y a des choses qui sont coulées dans le béton, si on peut dire, là. Mm-hmm. Donc, si vous regardez bien, tous vos corps sont programmés, que ce soit le corps physique qui est obligé de mourir à un moment donné, mais vous naissez avec cette programmation. C'est un petit peu comme si vous aviez des chromosomes, par exemple, au niveau cardiaque, qui vont faire que vous allez vous épuiser à partir d'une certaine quantité de temps, que le cerveau va perdre ses cellules au fur et à mesure de votre vie, en fonction d'une certaine quantité de temps. Ça, c'est pour votre corps physique. Il diminue de plus en plus, parce que le temps entraîne une forme d'affaissement, une forme d'effondrement de la vie. En ce qui concerne votre corps vital, il en est parfois de même quand, si vous ne le régénérez pas, tout est déjà, disons, préétabli vis-à-vis de ça. Quand vous travaillez avec votre corps mental, vous ne pouvez pas arriver en étant, par exemple,
stupide et devenir un génie. Vous avez des sortes de canaux qui sont déjà préétablis. Quand vous avez je dirais la seule possibilité où vous pouvez avoir votre libre arbitre, c'est avec votre contact. Vous pouvez prendre votre contact quand vous le voulez, vous pouvez lui demander des choses quand vous le voulez, et le seul problème, c'est que sa venue va entraîner une interférence avec votre programmation. Dans quelle mesure il va entraîner une interférence? C'est que on va déplacer vos actions, enfin il va déplacer vos actions, puisque vous allez les déplacer avec lui, et ces actions vont devoir quand même se faire. Ça fait que on va vous les surajouter. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui me concerne, quand quelqu'un me téléphone, me pose des questions qui sont un petit peu d'ordre ésotérique ou supramental, je dirais, je vais lui répondre. Si je suis au travail, je peux être sûr que je vais avoir du travail qui va continuer peut-être jusqu'à minuit ou 1h du matin ou 3h du matin, ou survenir dans la nuit pour compléter ce système de temps qui a été pris à lui répondre. Donc c'est pour ça que quand je travaille, je préfère pas avoir à faire du supramental, et je préfère le faire essentiellement pendant mes jours de congé, pendant mes week-ends de congé, où là je ne risque rien parce que justement c'est en dehors de ma programmation. C'est un petit peu comme l'élasticité de la programmation est faite que vous avez des actions qui sont programmées, et entre, vous avez des actions où vous pouvez justement exprimer votre libre arbitre, votre créativité, sans c'est pas un danger, mais sans que ça puisse entraîner des bouleversements dans votre vie de tous les jours, ou des formes de souffrance, ou des formes de pénibilité dans votre travail. Donc votre libre arbitre, vous l'avez aussi dans le fait de vouloir exprimer votre énergie. C'est un petit peu comme si vous me disiez, est-ce qu'on a la possibilité de conduire la voiture? Vous avez la possibilité de conduire votre voiture, mais si vous n'y mettez pas de l'essence, elle ne va pas démarrer. Si vous décidez de ne pas bouger, de ne pas vous mettre en mouvement, parce que vous n'avez pas envie de travailler, c'est pas la programmation qui va vous mettre au travail. C'est vous qui allez vous mettre au travail. C'est votre énergie vitale, c'est votre énergie mentale qui va vous mettre au travail. Vous avez la possibilité de gérer votre énergie, vous avez la possibilité de gérer votre contact, vous avez la possibilité de gérer ce que vous vous projetez à faire. Et souvent, que ce soit les illusions, que ce soit les projections, les envies, c'est toujours pour donner un petit peu d'essence dans le moteur, c'est toujours pour donner un petit peu d'électricité dans le système, de façon à vous faire bouger, à vous faire démarrer la programmation, à vous faire avancer. Sinon, vous pouvez très bien rester assis dans un coin et ne pas bouger pendant 10-20 ans, ou de rester dans un système d'attente, et de donner votre temps à l'astral, soit par exemple en vous mettant dans un système de prière, ou dans un système de méditation, auquel cas votre énergie va partir ailleurs. Elle va vous être rendue de toute façon, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, ou vous pourrez même la léguer à quelqu'un si vous voulez. Sinon, pour vous, Jean-Luc, la semaine dernière, il y avait eu True Teller qui avait comme question pour vous, quelle est votre conception du corps éthérique? Ma conception du corps éthérique. Oui, pour vous, c'est quoi? Ben, je ne m'en sers pas beaucoup, pour proprement parler. Disons que c'est plus mon contact qui va se servir de mon corps éthérique pour me montrer mon âme, mais je n'ai pas utilité pour l'instant de mon corps éthérique. Disons que celui-ci me sert éventuellement pour prendre contact avec de l'information, parce que quand je suis dedans, c'est essentiellement pour avoir de l'information à retirer, ou pour établir des systèmes de confiance. On peut dire que le corps éthérique, c'est ce qui permet d'être détaché de la matière, rentrer en contact avec les doubles, rentrer en contact avec une conscience continue, avec eux. Mais dans la vie de tous les jours, j'avoue de ne pas du tout m'en servir. Okay. Puisque
vaut mieux pas se servir du corps éthérique quand vous êtes en train de conduire, parce que vous allez être rapidement ramené vers la matière. Le corps éthérique, je ne sors pas de mon corps pour aller me balader. Du moins, ça se fait pas. Le jour où ça se fera, je vous le dirai. Ça mènera d'autres intervenants. Je reste encore coincé dans ma carcasse pour pouvoir avoir des contacts avec. Du moins, les contacts que j'ai sont restés branchés entre ma conscience. Bon, elles sont développées par mon mental, mais je ne me sers pas du tout de mon corps éthérique. Je ne sais même pas s'il est assez développé pour que je puisse l'utiliser d'une manière ou d'une autre. OK. Et quelle serait la différence entre le corps éthérique et le corps morantiel? Mais le corps éthérique, on pourrait dire que le corps éthérique serait une forme intermédiaire en attendant que le corps morantiel se place. C'est un peu comme si c'était une diminution de la vibration du contact pour permettre à celui-ci de s'intégrer dans l'âme. Et le corps morantiel, ça serait l'intégration et la fusion totale du double dans l'âme, c'est-à-dire une transformation totale de l'âme. Le corps éthérique, moi je le vois essentiellement comme un objet intermédiaire, un objet qui va disparaître lorsqu'il y aura une fusion complète. En attendant, c'est un petit peu comme le système tampon, le système de transmutation et de ralentissement, si on peut dire, du contact pour qu'il puisse rentrer et modifier l'âme entièrement, et ainsi que le mental qui est attaché. Voilà comment je vois les choses. OK. Et dans le fond, par rapport au corps morantiel, selon vous, quels sont les moyens pour développer ce corps? Ben, on n'a pas de moyen de développer ce corps. Ce que je me suis aperçu, ça c'est une expérience personnelle, c'est que on a beau faire ce que l'on veut, l'âme ne change pas, dans le sens où elle va traverser ces chocs, mais elle ne se modifie pas. On est toujours relativement pareil. C'est un peu comme si on était des enfants vieux, ou des adolescents vieux, ou des adultes vieux quand on arrive à la fin de vie. Mais l'âme n'a pas changé. Elle s'est, on dirait, améliorée du point de vue des pulsions. Elle s'est améliorée du point de vue de ses connexions avec les corps, mais fondamentalement, elle n'a pas changé. On a toujours les mêmes élans d'âme, les mêmes perceptions d'âme, les mêmes effets liés à son âme. Ce qui permet de changer, c'est essentiellement son mental, où on sent que parce que le mental, c'est une projection de l'âme, c'est un petit peu comme si l'âme était une lampe, une torche électrique, et qui envoie des jets lumineux dans la périphérie pour avoir contact avec le monde environnant. C'est un petit peu comme pour ne pas se mouiller, comme si c'était des sortes d'avatars. Le mental serait un avatar pour que l'âme puisse s'exprimer, le corps émotionnel pour qu'elle puisse ressentir des émotions sans trop y participer. Moi, je dirais que l'âme, c'est une planquée. C'est quelque chose qui est très pénible à vivre parce que c'est très lourd, c'est très, à mon sens, c'est pas très très subtil. C'est toujours quelque chose qui va faire perdre de l'énergie. C'est quelque chose qui va nous ramener dans une situation de petit enfant où il va falloir mettre assez d'énergie pour revenir à la surface. Si vous regardez bien, l'âme, c'est elle qui se fait écraser dans vos mouvements de dépression. C'est elle qui fait que vous vous dilatez parfois stupidement dans vos mouvements de grande joie ou dans vos mouvements d'excitation. Et elle vous cause que des tracas, je dirais pas des embrouilles, mais que des perturbations par rapport à votre mental. La dépression, elle n'est pas inscrite dans la programmation. Le seul problème de la dépression, c'est que elle vous met
comment dire, elle vous empêche de faire de l'action et elle vous fait simplement participer être dans un temps de présence, dans un temps, ce que je disais, elle vous fait faire de la présence simplement, mais pas de l'action. À un moment donné, quand vous allez sortir de votre dépression, et c'est d'ailleurs ce que donnent les médicaments souvent, c'est que vous avez tendance à faire beaucoup d'actions. Ou alors c'est que le médicament n'est pas très adapté. C'est un petit peu comme pour rattraper votre temps de présence. Donc vous avez une forme de ralentissement de l'être humain par rapport à ses actions d'âme. Parce que l'action est toujours basée sur un système d'âme, sauf si vous faites une sorte de fusion, une sorte d'initiation, auquel cas vous allez faire vous-même vos actions et vous-même votre propre programmation, comme on en parlait. Et il y a une autre question, c'est ça? On pourrait penser qu'une dépression, c'est du temps passé hors programmation. Temps passé hors programmation. Oui, c'est ça. Mais en même temps, vous passez votre temps dans votre... comment dire? Vous êtes dans votre temps de présence. Comme on en parlait, vous avez des petits karmas, c'est-à-dire des karmas qui se purgent en permanence dans la vie. Quand ils peuvent être purgeables, ils se purgent assez rapidement. Ceux qui ne se purgent pas parce qu'ils sont trop énormes ou parce que vous n'avez pas le temps de les avoir purgés dans votre vie, ils sont reportés en quelque sorte sur ces énergies qui ont été volées, parce qu'une forme de karma, c'est une énergie qui a été volée à quelqu'un, à qui il vous faudra rendre. C'est simplement des transferts d'énergie, c'est-à-dire que quand vous voulez de l'énergie à quelqu'un, il y a une loi qui veut que cette énergie doit être rendue à la personne à qui vous l'avez volée. Ce sont des lois d'équilibre qui s'appliquent dans les univers entiers. Vous n'avez pas le droit de voler de l'énergie à quelqu'un et de vous en servir, évidemment. Donc, dans une forme de karma, c'est une forme de rendu d'énergie. Si cette énergie n'est pas rendue au moment où l'individu est dans un système de vie, s'il est dans un système de mort, il ne pourra pas l'utiliser si c'était lié à un système d'action et de vie, donc il doit être rendu plus tard. Et la réincarnation, à proprement parler, c'est une sorte de moyen d'utiliser directement l'énergie qui n'a pas été utilisée auparavant parce qu'elle avait été volée. Et c'est un moyen aussi de rendre l'énergie à quelqu'un à qui vous l'aviez volée. Voler de l'énergie à quelqu'un, c'est-à-dire que quand vous faites du tort à quelqu'un, vous l'empêchez quelque part de faire quelque chose. J'ai pas par exemple, je vais vous donner un exemple un petit peu bête. Vous marchez sur les pieds de quelqu'un, bon, ou vous le brûlez avec une cigarette sans faire exprès. Cet individu va dépenser de l'énergie dans la douleur, va avoir une forme de haine, mais va pas vous taper parce que soit vous faites 2,80 m, vous avez des épaules deux fois plus larges que lui, il a les épaules 2 fois plus larges que vous, soit parce que vous l'aimez et que vous voulez pas lui faire de peine, donc vous souffrez intérieurement votre mouvement. Cette énergie s'enfuit à cause de votre effet de verrouiller cette énergie, donc vous empêchez à l'individu de renvoyer l'énergie qu'il vous a renvoyée en forme de souffrance. Donc cette énergie, soit elle va se calmer d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que l'individu va se cogner les pieds ou va se cogner autre chose, et puis va avoir la même souffrance qui va vous être renvoyée occultement, et donc va vous envoyer la même énergie que vous avez perdue, ce qui vous compensera un petit peu ce qu'on pourrait appeler un effet de vengeance. Mais j'aime pas trop ce mot parce qu'il y a trop de choses à ajouter dedans, mais c'est un petit peu cet effet de vengeance qui est équilibré. Et cet effet de vengeance fait que vous avez une énergie qui est équilibrée au niveau occulte. Je ne parle pas au niveau physique quand je parle d'énergie. Je parle au niveau occulte essentiellement, où vous avez des paquets d'énergie qui vont de l'un à l'autre sans arrêt dans les plans pour justement rééquilibrer un petit peu les individus les uns par rapport aux autres. Parce qu'il faut bien, ne pas oublier que quand vous êtes en compagnie de quelqu'un, cette personne a des formes de polarité, et souvent ces formes de polarité changent parce qu'il y a un déséquilibre énergétique chez elle. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un, que vous le mettez en permanence dans un bon équilibre, si vous le soignez, si vous lui donnez tout un tas de choses à faire, tout un tas
de choses agréables à faire. Elle sera toujours en permanence en bon équilibre avec elle-même. Les agressions extérieures vont la déséquilibrer, c'est-à-dire vont donner une forme de négativité à sa polarité. Cette négativité va entraîner que vous serez obligé de ramener son côté positif pour ne pas couper le lien. Ces formes de négativité sont liées à des formes d'énergie, des formes de petits karmas énergétiques qui vont de l'un à l'autre et qui déséquilibrent notre corps astral. Et dans ces déséquilibres de corps astral, automatiquement, c'est à vous à les rééquilibrer sciemment, consciemment, si vous voyez qu'ils se déséquilibrent, ou alors ça sera fait d'une manière occulte, sans votre intervention, une forme de petit karma instantané, comme je disais tout à l'heure, qui va vous permettre de rééquilibrer. Par rapport à ce mouvement, je parlais avec quelqu'un que vous connaissez, puisque c'est Myriam qui s'est peut-être connectée, je ne sais pas, et qui me disait que effectivement, quand on inversait la polarité de quelqu'un en face, c'est-à-dire que quelqu'un qui est mauvais avec vous, vous inversez la polarité de façon à ce qu'il soit gentil, je caricature, hein, de façon à ce qu'il soit gentil, automatiquement, il y a cet effet mauvais que vous devez ressentir et rééprouver dans votre rêve. C'est essentiellement le côté astral qui va se manifester dans votre rêve pour pouvoir avoir l'émotion que vous auriez dû avoir vis-à-vis de lui. Donc il y a des choses qui doivent se faire automatiquement. Si elles ne se font pas dans un état de conscience, elles se feront dans un état d'inconscience ou dans un état de rêve, parce qu'au niveau astral, tout doit s'équilibrer au niveau des énergies. Oui, ben peut-être pour continuer par rapport au rêve, parce que est-ce que justement, si dans ma vie, moi je suis plutôt, ben là c'est moins le cas aujourd'hui qu'avant, mais avant j'étais plutôt quelqu'un d'introverti, j'étais plutôt quelqu'un qui faisait de l'évitement, j'étais pas quelqu'un qui confrontait beaucoup quand que il y avait des gens qui me contrariaient, puis souvent ce qui arrivait c'est que je faisais des rêves où j'étais hyper violent, puis j'étais dans un milieu où il y avait une sur-expression de l'agressivité. Est-ce que le rêve à ce moment-là pour avoir une forme de fonction compensatoire par rapport à notre vécu, là, justement, dans notre quotidien? C'est tout à fait ça, c'est ce que vous parlez. Il y a des énergies qui doivent être rendues, il faut qu'elles soient rendues dans le rêve, si elles ne peuvent pas être rendues dans la réalité, parce que l'âme ne pourrait pas les supporter, parce que c'est pas la vibration d'âme, parce que c'est pas le moment, parce que vous n'êtes pas taillé pour, parce que vous n'avez pas la vibration qui est assez élevée pour supporter ces chocs. Donc ils sont supportés dans le rêve, ils sont contenus dans le rêve, ils sont modifiés, ils sont aménagés, je dirais, aménagés à votre émotionnel. Quand vous devez pleurer, par exemple, si vous n'avez pas assez pleuré pendant un an, si vous avez pleuré par exemple une seule fois dans votre année, vous allez être confronté à des rêves, vous allez être obligé de pleurer, vous allez vider votre émotionnel, vous allez être confronté à des rêves où vous allez devoir vous confronter à des gens auxquels vous hésitiez, et le lendemain vous allez vous trouver beaucoup plus équilibré vis-à-vis de ces gens, vous aurez moins de crainte, moins de débalancement vis-à-vis d'eux. Vous serez même parfois plus, je dirais pas arrogant, mais un peu plus aventureux. Mm-hmm. Donc, il y avait aussi, en lien avec la réincarnation, un anonyme qui avait pour question qu'est-ce qui se réincarne? Est-ce que c'est nous en tant qu'égaux, nous en tant qu'âme, ou est-ce que c'est le double qui va se réincarner, ou un peu de tout ça, là? Donc, pour préciser un petit peu, parce que je sais que dans l'esprit de beaucoup d'auditeurs et auditrices, et également dans moi-même, on a l'impression que c'est jamais clair à savoir c'est quelle est la partie de nous autres qui va se réincarner éventuellement. Alors, dans la réincarnation, il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'avant il faut parler essentiellement de la mort. Disons, moi j'ai confronté pas mal, pas confronté, mais disons discuté un petit peu avec pas mal de gens décédés. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces individus perdent directement la capacité de leur mental à négocier un petit peu avec vous des idées ou des systèmes nouveaux. Ils sont à même de parler sur des systèmes passés et leur esprit n'est plus présent. Donc on peut dire que l'individu qui décède perd une partie de son esprit, perd même la totalité de son esprit et garde son état d'âme avec ses expériences.
il garde ses expériences et toutes ses mémoires qui sont enclavées et qui sont un petit peu cristallisées dans son âme. Et au fur et à mesure qu'il s'approche de ce qu'on pourrait appeler une forme de purgatoire, qui est une forme de lissage de toutes ces informations, il se débarrasse un petit peu de toutes ces informations pour garder une sorte de conformation de l'âme stéréotypée. C'est-à-dire que si par exemple il a acquis un savoir-faire, une forme de savoir-faire pour son travail, il va garder ce savoir-faire parce que l'âme va être lissée dans un certain sens. Les purgatoires sont les endroits où on brûle des mémoires, on brûle toutes sortes de mémoires. C'est pour ça que quand vous attrapez quelqu'un qui est passé dans un purgatoire, si vous attrapez une âme qui est passée dans un purgatoire, il ne va pas se souvenir de vous, il ne va pas se souvenir de sa famille, il ne va pas se souvenir de son métier, mais il aura la conscience, entre guillemets, la conscience, qui sait faire ça, qui sait faire ce métier, il en a comment dire, le savoir-faire itinérant. Quand l'individu, pour reprendre l'âme, redescend sur la planète, elle doit se charger d'une programmation, une programmation tenant compte des effets karmiques, c'est-à-dire des charges d'énergie qu'il doit rendre sous forme de souffrance, qu'il doit vivre vis-à-vis de gens qu'il a fait souffrir. Et vous avez ces formes de balancement. Maintenant, il y a parfois quelques petites erreurs dans les formes de programmation. C'est un petit peu comme chez nous avec les fonctionnaires. De temps en temps, ils se font un petit peu des nœuds dans vos déclarations d'impôts ou dans vos déclarations autres. Et bon, il faut parfois rectifier le tir. Mais essentiellement, vous avez parce que ces gens, les gens qui sont obligés d'accueillir les systèmes de mort ou les grappes de mort qui se déplacent, ont des centaines de millions de gens à gérer. Donc, c'est pas toujours évident de ne pas faire d'erreur. Voilà, j'espère avoir précisé un petit peu le système, mais quand on décède, effectivement, on perd le corps vital, qui peut rester encore très, très longtemps vivant s'il avait une programmation très longue, et qui peut même entretenir votre corps physique, ce qui explique que vous avez des corps physiques qui restent pratiquement, pour nous, presque infiniment vivants, mais alors que l'âme n'y est plus. Vous avez votre corps mental. Vous parlez ici, excusez-moi, des corps physiques qui restent vivants, même s'il n'y a plus d'âme dedans. Est-ce que vous faites référence ici à des formes de coma là, qui se poursuivent sur plusieurs années chez certains individus? Par exemple, mais aussi parmi, vous avez des saints, on pourrait dire, des gens qui ont été déclarés comme saints, comme un tas de sainteté, qui sont restés avec un corps physique conservé. Mais les gens dans le coma sont plus des gens qui ont de la difficulté à re-rentrer dans leur corps mental. C'est un petit peu comme, on pourrait dire, comme des autistes qui ne peuvent plus habiter le corps mental. Parfois, ils sont très proches de leur corps mental. Ils pourraient presque y re-rentrer dedans avec leur âme, mais ils sont, disons, dans une forme d'enfermement, dans une forme de modification. C'est un peu comme si le fait d'avoir modifié le cerveau, d'avoir cassé un petit peu les zones du cerveau qui étaient aptes à les accueillir, devait se réajuster vis-à-vis du mental et devait accepter une âme qui n'avait plus la place pour rentrer dans ce mental. C'est un peu comme si l'âme avait la possibilité de faire des gros calculs et qu'elle devait rentrer dans quelqu'un qui était en train d'apprendre les tables de multiplication. Il y a un déphasage qui va prendre parfois 10-20 ans avant que le rephasage se fasse. C'est pour ça que parfois, quand l'individu sort un petit peu de son coma, on est obligé de lui réapprendre des choses, de le reformer au b.a.-ba de la vie. Et c'est jamais pratiquement et totalement réussi. Oui, je vais y aller, dans le fond, par ordre de gens qui n'ont pas parlé pour donner le plus possible à différents auditeurs et auditrices de pouvoir au moins poser une question pendant l'émission. Donc, il y a Gandalf qui n'avait pas encore posé une question. Donc, je vais poser l'une de ces questions pour lui à notre invité d'aujourd'hui. Alors, lui faisait référence à mercredi dernier. J'avais eu un invité à mon émission qui parlait de mort blanche et de mort noire.
Et lui voudrait savoir pour vous, est-ce que dans votre vision des choses, Jean-Luc, la mort noire d'une personne, c'est quand la personne va décéder en perdant le contact avec son esprit une fois mort, alors que la mort blanche, ça serait le contraire. Donc, quelqu'un qui réussirait à fusionner avec le contact ou garder le contact, là. Mais il y a une chose très très simple. Quelqu'un qui a un contact, quelqu'un qui est arrivé à commencer à fusionner avec son contact, d'abord va l'avoir vécu, et donc quand il va dormir, pour prendre les choses simplement, c'est-à-dire quand il va aller dans un plan astral, va se rendre compte de ses rêves, que ses rêves parfois ne sont pas intelligents, et dès qu'il va avoir conscience que le rêve n'est pas intelligent, il va être éjecté de ce rêve. Il va se retrouver dans un état de conscience, c'est-à-dire qu'il va sortir de son état de rêve, brutalement, plus ou moins brutalement, et va se retrouver réveillé. C'est exactement le même topo pour les gens qui décèdent et qui ont un contact avec leur double, une fusion. Ils vont rentrer dans un état de mort, qu'on pourrait appeler une mort noire, mais au bout d'un moment, on va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans cet environnement. Ils vont s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas intelligent, quelque chose qui n'est pas logique, qu'on veut les utiliser, que le système ne fonctionne pas comme eux ils l'entendent, comme eux ils le veulent. Or, je dirais que les gestionnaires de la mort sont très 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 sensibles à ce genre d'individus. Pour une raison bien simple, c'est que si vous filez un terroriste dans un système équilibré, il va le faire éclater. Or, eux n'ont aucune intention de faire éclater leur système bien rodé et bien automatique. Donc, ils vont prendre l'individu et ils vont le mettre dehors. C'est-à-dire que l'individu n'aura plus accès au système de grappe humaine, il va se retrouver dans un système un petit peu extérieur, parfois isolé, parfois plus équilibré, mais ils vont se retrouver eux-mêmes dans un état de conscience qui va leur aller parce que leur état de conscience va pouvoir continuer. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se mêler davantage avec leur contact et vont en arriver à pouvoir un petit peu rester dans les environs. C'est fonction de leur fusion. C'est un petit peu comme si vous n'êtes pas trop fusionné, vous serez un petit peu dans le no man's land de la réalité et dans la partie de mort. Et plus vous serez fusionné, et plus vous serez complètement sorti du système de mort qui ne peut pas vous accepter. C'est pas que les morts vous refusent, mais c'est qu'ils ne peuvent pas vous accepter. Au point de vue vibratoire, vous n'avez plus l'état vibratoire pour être accepté par un système de mort. Quand vous rentrez chez les morts, vous apercevez d'une chose, c'est qu'ils ne peuvent que difficilement vous accepter pour une raison très simple, c'est que votre vibration ne leur va pas parce qu'elles ont tendance à réactiver les gens décédés. Et réactiver quelqu'un de décédé, ça veut dire le faire reconnecter avec son contact, avec sa pensée. Et le faire reconnecter avec sa pensée, ça veut dire entraîner chez lui une sorte de libération et de manifestation contre le système qui est en train de l'opprimer. Et ça, c'est totalement intolérable pour les plans pour les plans astraux, qu'ils soient spirituels, bas ou hauts. Même les individus très hautement spirituels ont parfois beaucoup de difficultés à rester en contact avec vous. Ensuite, en ce qui concerne la mort noire, ma foi, quand vous avez quitté votre mental, vous êtes un petit peu comme quand vous êtes dans le rêve. Avant de réaliser que ce que vous êtes, ce que vous pensez, avant même de vous voir, parce que souvent vous ne voyez pas, vous êtes dans un système automatique et puis vous pensez à vos événements, vous pensez à votre sensibilité, vos émotions, et il y a que ça qui vous accompagne quelque part. Vous avez votre corps astral qui vous accompagne, vous avez votre corps mental qui vous accompagne, vous avez votre corps émotionnel qui vous accompagne, que vous pouvez, tant qu'il est encore présent, vous recharger avec, en vous mettant sur quelqu'un que vous connaissez et qui pense à vous. Et voilà, votre corps magnétique est aussi présent. Tout ce qu'a produit l'âme et reste en présence. Tout ce que produit l'esprit s'en va. Et donc, dans le rêve, ce que vous voyez
c'est vous-même. On voit même quand on regarde les morts qui s'acheminent, ils sont tous enveloppés d'un halo, et dans ce halo, il n'y a rien qui rentre. C'est-à-dire qu'ils sont tous les uns derrière les autres, et quand vous essayez de rentrer chez eux, il faut vraiment rentrer dans ce halo pour pouvoir les connecter, pour pouvoir leur expliquer quelque chose, pour pouvoir parler avec eux. Parce que ils sont complètement enfermés, complètement isolés les uns des autres. Et donc, ils peuvent pas venir vous connecter dans votre rêve, sauf si ça fait pas très longtemps qu'ils sont morts, mais dès qu'ils sont passés au niveau du purgatoire, ils peuvent en aucune façon venir vous connecter. Ou alors ils ont été mandatés pour quelque chose. Je crois qu'ils n'ont pas la notion de leur existence. Le mort ne peut pas avoir conscience de lui parce qu'il n'a pas de conscience de son état. Donc, en fait, l'état de conscience vient de l'esprit. Et la perte de conscience vient de la séparation du mort, enfin, ou de l'âme avec l'esprit. L'état de conscience, vous m'avez expliqué, c'est la relation d'un état avec son environnement au point de vue vibratoire. C'est-à-dire que si vous vibrez à la même vibration que votre environnement, vous serez dans un état de conscience. Et l'état de conscience, comme il vous est donné par votre contact, par votre double, si vous préférez, va vous permettre de rentrer en connexion avec ce qu'on pourrait appeler la vie. Si vous vous mettez dans un état de mort, vous allez avoir un état vibratoire en conscience avec l'état de mort, c'est-à-dire dans un état d'être sans avoir conscience de vous. Parce que la conscience entraîne l'unité, entraîne donc l'indépendance et à court terme entraîne la révolte. Donc, en lien avec ce que vous disiez, ce que je retiens, c'est que les gens qui ont vécu d'une manière inconsciente puis qui sont morts, ben ils demeurent là inconscients. Ouais. C'est-à-dire, ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes, parce qu'ils m'ont expliqué aussi que s'ils avaient conscience d'eux-mêmes, ils auraient un état de souffrance. Donc, à ce moment-là, ce serait quasiment justement préférable qu'il n'y ait pas cette conscience-là de soi, compte tenu de la souffrance qu'il y aurait à subir. C'est-à-dire que c'est pas que ce soit préférable, ils n'ont pas d'état de conscience. S'ils devaient continuer à souffrir dans un état de mort, ils ne pourraient pas arriver à purger toute leur mémoire et toute leur mémoire qui est toujours souffrante. Et donc, ils seraient toujours dans un état qui serait proche de celui de la vie, pour laquelle ils sont descendus, c'est-à-dire pour un état de souffrance, et seraient donc toujours obligés d'être vivants. Or, à l'état actuel des choses, ils sont morts, donc il faut qu'ils restent morts. Et justement, ces gens-là qui ont vécu sur Terre, qui ont vécu d'une manière inconsciente, se retrouvent dans le monde astral inconscient. Et est-ce que, dans le fond, c'est eux autres qui vont... s'ils se réincarnent, est-ce que c'est eux autres qui déterminent... ils peuvent participer à la détermination de leur plan de vie ou ils vont revenir sur la Terre d'une manière plus passive? Ils participent d'une manière passive à leur espace de vie, à leur temps de vie. Comment dire, ils sont passifs dans la mesure où se projette ou se prépare ou se présente une organisation structurelle apte à recueillir l'âme. C'est-à-dire que c'est un peu comme si quelqu'un de 200 kilos ne va pas rentrer dans une petite de chevaux, il va rentrer dans une grande Cadillac. Donc, ils ne peuvent s'installer que dans la mesure où ça va bien. S'ils s'installent trop vite dans quelque chose qui ne leur va pas, ça va déboucher sur des formes soit d'obésité, soit sur des formes de pathologie mentale qui peuvent être la vision extérieure de choses, la schizophrénie, qui peuvent être l'anorexie, tout ça parce qu'il y a un mauvais accord entre le contenant et le contenu et l'état de conscience et ce dans quoi il devrait être. Toutes ces inadaptabilités ou ces inadaptations entre l'état de corps, l'état d'âme et l'esprit font que nous avons parfois
des déroutes au niveau psychiatrique qui sont, on pourrait dire, des erreurs astrales, des erreurs de programmation astrale. Voilà, des erreurs de programmation de corps, si vous préférez. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais moi je le vois très, très, très clairement. C'est un peu comme si vous faites du 7 ou du 8 de gants, et puis vous allez vous mettre dans un 5 ou dans un 6. Il y a quelque chose qui va dépasser, et ce quelque chose qui dépasse, vous allez le compenser par de l'obésité. Pour recouvrir un petit peu comme si c'était le gant qui recouvrait la partie qui manque, quoi. Et puis si vous mettez dans un gant trop large, vous allez faire de l'anorexie, un petit peu comme pour adapter la partie qui est trop large. Donc ici, vous faites référence à des formes justement d'ajustement là, qui vont être provoquées. Mais pour en revenir... Ce sont des erreurs, hein, ce ne sont pas des ajustements, ce sont des erreurs qui ont été provoquées par le système astral de programmation et le système astral de réincarnation, d'incarnation, je veux dire. Et quand vous faites référence à vos mémoires, c'est que vous donnez de l'énergie pour les réactiver, vos mémoires. Même à l'état de vie, quand vous réactivez une mémoire, vous allez la décompacter, la faire vivre, et au moment où vous la faites vivre, vous la revivez. Vous la revivez non pas en état de conscience de soi-même, mais dans l'état d'une mémoire complètement anonyme. Même si c'est vous, vous vous regardez vivre, vous regardez l'autre vivre, ou vous regardez votre souvenir, mais vous ne faites pas référence à vous-même. Ça vous exprime un petit peu le fait que quand vous décédez et que vous lisez vos propres mémoires avant d'être purgés, c'est un petit peu le cadeau de la mort, qu'on pourrait dire. C'est que vous regardez un petit peu ce que vous avez vécu, et vous le regardez un petit peu comme au cinéma, en rééprouvant les sensations, en appréciant les sensations, mais sans avoir idée de votre état de conscience. En ce qui concerne ce qui a été dit auparavant, parce que j'ai pas pu lire, j'ai pas pu écouter, mais ce qui m'en ressort là, ce que je sens, c'est que en dehors du système de mort, les autres systèmes sont conscients. Il y a des systèmes de conscience, quels qu'ils soient, ont des notions de réalité. On pourrait même dire que certains individus spirituels de haute spiritualité ont une notion d'eux-mêmes, mais c'est pas une notion d'eux-mêmes à proprement parler au travers de ce qu'ils sont exactement, c'est une notion au travers de ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire, ils prennent la notion d'eux-mêmes au travers d'une notion de fonctionnalité et de travail. Ils se déterminent comme une fonction de travail et non pas comme une fonction d'être-té. Est-ce que je me fais bien comprendre là-dessus? Et les doubles ou les contacts ont la notion d'être eux-mêmes. Et je peux vous assurer qu'un contact qui va vous dire que vous êtes pénible, il a la notion que vous êtes pénible, non pas pour personne, mais pour lui-même. Donc il a la notion que lui est bien présent dans votre mental, est bien présent dans votre environnement. Il est bien présent parmi les autres qui sont présents autour de lui, même si cette vibration, même si cette énergie adopte une forme particulière et rapide. Les différents états de conscience qu'on pourrait appeler, sont liés aux différents états du temps. Vous savez que le temps a différents états, a différentes formes, est assez élastique, et donc chaque fois que vous avez un état de conscience là-dedans, c'est toujours la même conscience, mais c'est une conscience qui est appliquée au temps. Et la conscience doit vivre un système de temps en fonction de la rapidité qu'elle a d'elle-même et de la rapidité à s'adapter au milieu qu'elle a. C'est-à-dire que si vous connectez un milieu très très élevé en vibration, et si vous mettez en vibration très très forte, si vous préférez, ou très très haute avec le plan dans lequel vous êtes, vous allez avoir un temps très très diminué. Donc vous allez aller très rapidement avec vos contacts pour parler avec eux, pour discuter entre guillemets avec eux, parce que ça ne discute pas un contact, mais
pour échanger des systèmes de vue. Et dès que vous allez descendre dans un état plus bas, vous allez comprendre des choses, vous allez essayer de réaliser des choses qui sont beaucoup plus adaptées à votre réalité, beaucoup plus adaptées à votre matière, et donc vous aurez une vitesse de votre mental qui va diminuer. En fait, ces états de conscience, on pourrait dire que ça n'en est pas, mais c'est simplement un état plus ou moins large de la conscience lié au phénomène temporel qui s'y applique. Ce ne sont pas des états de conscience qui sont compartimentés, c'est un même état de conscience qui s'adapte à la matière et au temps qui doit traverser, c'est tout. Sinon, dans la salle des communications, il y avait également Riis qui a un questionnement pour vous. Alors lui, il demande combien de temps au maximum peut-on se connecter avec les êtres décédés, car il y en a certains qui prétendent que c'est 2 mois environ avant qu'ils se fassent purger, là. Donc, mais il y en a d'autres qui disent parler avec des morts connus, là, tu sais, peu ou à peu ou près, en fait, c'est pas clair, là, mais dans le fond, ce qu'il veut savoir, est-ce que on peut entrer en contact avec des gens décédés dans un délai de 2 mois ouvrables, là, suivant leur décès, là? Alors, c'est un petit peu comme si vous me disiez, vous rentrez un petit peu dans un déshabilloir, et puis vous allez parler avec un individu qui se déshabille. Ensuite, vous allez parler soit avec son costume et avec ses odeurs, soit avec l'individu. Donc, l'individu qui s'est déshabillé, c'est l'individu qui est parti au purgatoire. Il est un petit peu comme tout nu, mais il n'est plus en contact avec vous. Vous allez essentiellement prendre ces mémoires qui sont soit pas détruites, soit emmagasinées parce que trop intéressantes pour le monde de la mort, qui doit en refaire l'étalage ou refaire une sorte d'amélioration. Donc vous allez toujours trouver un système de mémoire. Le mort en lui-même, vous l'aurez jamais, dans la mesure où il a été purgé. S'il a été, parce qu'évidemment il y a différentes formes de travail qui leur est donné, si ce mort n'a pas été purgé d'une manière correcte pour ce travail, parce que justement il doit accomplir un certain travail, vous aurez la possibilité de trouver des parties qui lui ressemblent. Mais parfois, c'est un mort totalement différent qui va prendre sur lui des mémoires qu'il a trouvées et qui vous satisfont, soit au travers d'une table pour les spirites, etc. Mais généralement, c'est pas le mort lui-même, l'âme elle-même n'est plus là. Vous avez uniquement que l'enveloppe qui est restée. Donc, si je vous comprends bien, c'est que quand l'individu passe au purgatoire, ben, il se purge de ses mémoires. Puis là, à ce moment-là, les mémoires, ça devient, disons, comme un logiciel qui est plus en fonction, mais on peut accéder pareil. Tandis que l'individu en tant que tel, ben, il est plus affilié aux mémoires. Donc, il est plus vraiment accessible là, par rapport à sa mémoire existentielle, si on peut dire. Ouais, c'est ça. Il vous reste le disque dur et le processeur est parti, quoi. Il y avait dans la salle des communications Axon Eman qui pose une question que j'estime extrêmement pertinente. Lui, il se questionne à savoir est-ce que c'est dangereux ou pas de faire du spiritisme ou d'utiliser par exemple une table là, pour jouer au Ouija ou ce genre de choses-là qui visent à la communication, entrer en communication avec les esprits. Dangereux. Le problème, c'est pas que ce soit dangereux ou pas dangereux. Le problème, il est que quand vous rentrez en contact avec les esprits, il faut savoir s'en défaire. C'est un petit peu comme est-ce qu'il est dangereux de plonger dans l'eau quand on ne sait pas trop nager? C'est fonction de la profondeur de la piscine. C'est à peu près la même chose. Si vous ne savez pas sortir de la piscine tout seul, c'est dangereux de plonger dans la piscine. Si vous ne savez pas vous sortir et vous faire lâcher des morts, c'est dangereux d'aller faire du spiritisme si vous ne savez pas négocier avec ces gens-là. Vous avez affaire à des sortes d'âmes collantes. Donc ces formes d'âmes, elles vont vous coller dessus. Elles vont vous vampiriser un petit peu votre énergie vitale. Donc si vous voulez perdre une partie de votre vie
pour avoir de l'information qui va souvent être manipulée et qui va avoir tendance à vouloir vous être donnée pour vous faire plaisir, c'est dangereux de se faire manipuler. C'est dangereux de pas pouvoir se détacher. C'est dangereux de pas voir les morts. C'est dangereux. Il y a beaucoup de dangers comme ça. C'est fonction de votre être. C'est fonction de vos capacités. Sinon, il n'y a pas de danger à quoi que ce soit. Il n'y a pas de danger à faire quoi que ce soit, dans la mesure où vous pouvez en faire, si vous en faites pas tous les jours, vous en faites une fois tous les 10 ans, il n'y a pas de danger à ça. Sauf si vous avez atteint une entité qui, à ce moment-là, était assez puissante pour vous investir, auquel cas il y a du danger. C'est fonction de vous-même. Je ne peux pas dire s'il y a du danger ou il n'y a pas de danger. Donc, c'est propre au discernement à chacun. Mais moi, je crois que tout le monde, quelqu'un qui débute ou dans une démarche d'intégration ou d'éveil, je crois que c'est pas nécessairement conseillé de faire ça là, dans un premier temps. Là, Moi, je ne conseillerais pas du tout, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Il faut que chacun... Vous savez, si vous avez besoin de preuves dans quelque chose et que vous trouvez ce moyen, que ce moyen vous amène une preuve, ça peut être un développement pour votre mental, ça peut être un développement pour votre esprit, ça peut être un choc pour connecter avec votre esprit, pour s'apercevoir qu'il existe autre chose que le foot ou que le baseball. Et ça peut être un choc dans le sens où vous apercevez que vous n'êtes pas tout seul, que vous êtes sans arrêt observé, que vous alliez dans la douche, que vous alliez dans les chiottes ou que vous alliez manger, vous êtes sans arrêt observé par des entités ou par des individus que vous ne voyez pas, ou par des gens qui ont d'autres vibrations que vous ne voyez pas, mais vous êtes sans arrêt observé. Donc ça peut être intéressant pour vous. Donc moi, quand je dis, je ne le conseille pas parce que l'individu, il va venir dans un mode de découverte. Dans un mode de découverte, ça peut être intéressant pour lui, pour son développement, mais ça peut être aussi très nocif dans son développement. Entrer en contact avec des morts, ça va vous amener vers une mémoire et ça va vous refroidir. Ça va refroidir votre corps vital. Parce que un mort, il a besoin de réactiver sa mémoire. Il va la réactiver avec le corps vital, et notamment avec le vôtre. Parce que le sien, c'est complètement éteint, la plupart du temps. Et vous vous apercevez que quand vous avez besoin de faire appel à vos mémoires, vous puisez sur votre corps vital. Et au bout d'un moment, vous avez un petit peu une sorte de froid. Si vous faites beaucoup de mémoire, si vous vous rappelez beaucoup vos mémoires, vous allez refroidir votre corps parce que justement, vous avez utilisé toute cette énergie vitale à remettre en place, à réénergiser vos pensées qui étaient restées cristallisées. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux parler avec des gens conscients qu'avec des morts.